Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Chemin de Traverse. Cette semaine, je vous emmène au château de Beaumarchais, l'un des rares grands châteaux du département à être encore habité. Je suis en compagnie de l'un des heureux propriétaires du château de Beaumarchais, Stéphane Debachet. Merci beaucoup de nous recevoir. Alors, ce château a été construit au XVIe siècle. Et puis, il y a eu tout un tas d'événements, de propriétaires. Certains ont compté beaucoup plus que les autres. C'est un château qui est rentré vraiment dans l'histoire du département, hein. Oui, alors justement, donc c'est Vincent Bouillet de l'Écluse. C'est une famille des Sables d'Olonne à l'origine, qui sont des armateurs et qui achètent le domaine. À quelle époque ? 1562. Et surtout, il fait agrandir le domaine en installant donc l'aile que vous voyez à gauche et l'aile qui se termine donc par des tourelles à droite, et plus les deux tours qui sont derrière. Donc là, c'est considérable, hein, ce sont des travaux qui sont énormes. C'était un seigneur ici. C'était un seigneur et en fait, il avait comme ami Henri de Navarre. Henri de Navarre qui est venu séjourner ici à plusieurs reprises. Et on va retrouver une trace de son passage sur des motifs au-dessus des fenêtres ici. Précisons aussi que le château de Beaumarchais, ce nom Beaumarchais n'a rien à voir avec l'illustre personnage connu par sa musique, ses romans, auteur de Madame de Figaro. Beaumarchais, c'est une dérive de Beaumarais. Voilà, tout à fait. Ce qu'on appelait en vieux français le marchais. Le marchais, c'est un mot qui signifie le marais, et on a fait la contraction Beau-Marais, Beaumarchais. Alors effectivement, en se rapprochant de la façade sud, l'on peut apercevoir deux personnages qui seraient apparemment donc Henri de Navarre, juste avant qu'il devienne Henri IV, et Marie de Médicis, hein, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, on a peu décrit, c'est justement une partie, je dirais, où on a peu dans les archives et dans les livres décrits sur ces motifs. On nous dit que c'est Henri IV et Catherine de Médicis. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un lien fort avec quand même un propriétaire ici et lui-même, hein. C'est complètement ça, hein. C'est, si vous voulez, cet Henri de Navarre aurait fait plusieurs séjours ici. À chaque fois, donc, il a été reçu par son ami donc, Bouillet, Vincent Bouillet. Propriétaire ici. Propriétaire, l'unique propriétaire donc, ici, dans la partie gauche de la maison. Revenons, si vous voulez bien, Stéphane Debachet, à aujourd'hui. Être propriétaire, ou même, ce qui est votre cas, copropriétaire d'un grand château comme ça, c'est comme avoir un bateau, c'est vraiment fragile, c'est un bien-être, mais aussi des contraintes, j'imagine. Oui, alors il y a des contraintes, mais il y a aussi il y a des compensations, hein. Des compensations, si vous voulez, c'est quand vous voyez une belle journée comme ça, vous avez une belle façade qui est éclairée, on est à 3 km de la mer, il faut quand même qu'on se le dise. Maintenant, ça impose, si vous voulez, je pense que tous les copropriétaires ici, nous sommes 5. Voilà, de la famille. De la famille. Nous sommes tous investis pour entretenir la maison, tant sur le plan extérieur qu'à l'intérieur. Je vous donne un exemple, hein, les fenêtres, c'est des fenêtres en bois. Si elles sont ouvertes brutalement, ça marche. Et puis à la longue, ça finit par avoir de l'usure. Donc il faut toujours veiller au bon entretien des ouvertures. Les ouvertures, mon père me disait, c'est primordial. Si on laisse tomber le côté, si on néglige l'entretien des ouvertures, on est foutu. Donc là, nous rentrons dans vos appartements ? Oui, vous pouvez rentrer. Voilà, alors là, on rentre dans la cuisine. La partie que vous voyez ici est une partie qui est restée en l'état, mis à part évidemment des coups de blanc que je donne de temps à autre, hein, mais elle est restée absolument dans cette configuration-là depuis pas mal d'années. Donc là, je vais vous montrer également, là, on s'achemine sur l'entrée, où vous avez un bel escalier. Un escalier en pierre
à l'état d'origine. Stéphane Debacher, merci beaucoup de nous avoir reçus. Je vous en prie. C'était Tout le plaisir était pour moi. Un grand plaisir. Alors dans un instant, nous allons aller juste en face, découvrir une cheminée assez exceptionnelle ainsi qu'une charpente remarquable. Mais en attendant, je vous propose de partir sur un tout autre domaine. On va rencontrer Nicolas Tesson. Sa spécialité, c'est de lutter contre les chenilles processionnaires. Ça se passe à la Tranche-sur-Mer. Un sujet signé Anthony Jamin. Chaque année, à la même période, ils réapparaissent. Non, il ne s'agit pas d'une toile d'araignée, mais bien du travail d'un papillon nocturne qui ne vit généralement pas plus d'une nuit. Le Tometopoea pictiocampa. Le papillon donc pond l'été dans les pins. Ensuite, ces petites chenilles naissent et donc se développent en 5 stades, comme je vous disais. Et donc au départ, elles sont toutes petites et au 3e stade, elles forment un cocon blanc qu'on commence à observer actuellement. Donc au 5e stade larvaire, au mois de décembre jusqu'à mars, ces chenilles processionnent, c'est-à-dire elles descendent en file indienne dans le sol. Là, elles se transforment en chrysalide. De cette chrysalide ressort un papillon l'été, voilà. Et le cycle recommence. Seulement voilà, ces petites bêtes sont plutôt envahissantes, en bordure de forêt ou en zone pavillonnaire. Dès le mois de septembre, un traitement s'impose donc pour limiter leur prolifération et leur impact sur diverses essences de pin. On épand un produit avec une turbine voilà, sur un pick-up. Donc c'est un matériel de forte puissance pour pouvoir atteindre les pins, qui sont assez hauts, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, donc on essaye d'enrober bien les pins de produits pour, disons que les chenilles mangent les aiguilles enrobées de produits et meurent par la suite. C'est un produit biologique à base de Bacillus thuringiensis et donc qui les fait mourir au bout de quelques jours. Non seulement elles sont envahissantes et voraces, mais en plus elles sont pourvues de poils urticants dont il faut être vigilant. Alors les chenilles se nourrissent d'aiguilles de pin, donc peuvent manger la totalité de l'arbre. Voilà. Et donc en plus de ça, donc, comme je vous le disais, elles sont très urticantes et provoquent des gènes très importantes à la population. Les poils urticants provoquent des démangeaisons assez graves. Ça peut atteindre les yeux, ça peut même atteindre les poumons, voilà, œdème pulmonaire. Donc il y a des personnes plus ou moins sensibles, mais pour les personnes très sensibles, ça peut être assez grave. Henri a lui aussi constaté que les nids se développaient et lui non plus n'est pas rassuré. Ah ben ces petites bêtes, oui, ça m'inquiète parce que d'une part, ça abîme les arbres. D'un autre côté, c'est allergisant. Et puis la chenille, a priori, c'est pas très bon pour les cultures et tout le reste. Effectivement, leur appétit insatiable pour les aiguilles de pin affaiblit considérablement ces derniers. Et n'allez pas croire que les nids tombés au sol sont inoffensifs. Au contraire, même abandonnés, ils restent couverts de poils urticants. Cette année, la Fédération départementale des groupements de défense contre les organismes nuisibles doit traiter 525 hectares de forêt et gérer près de 700 demandes de particuliers. Véronique Robet, merci de nous recevoir dans vos appartements. Alors vous êtes avec votre mari l'une des principales propriétaires du château de Beaumarchais et nous sommes ici face à une cheminée qui est inscrite au monument historique, oui, qui est une pièce remarquable pour le château. Oui, c'est une grande cheminée. Elle n'est pas monumentale comme certaines cheminées Renaissance, mais enfin, elle a été effectivement inscrite comme cheminée Renaissance et les lignes sont assez pures. On remarque les colonnes ioniques qui sont effectivement des colonnes en pierre de cette époque Renaissance. Une cheminée très sobre. Très sobre et des lignes pures. Elle était sans doute là en 1562 quand elle a été vendue par la famille Mauclerc au Bouillet de l'Écluse, bien que la Renaissance en France n'ait vraiment connu son essor qu'au XVIe siècle, fin XVIe, début XVIIIe, puisque les guerres de religion avaient retardé l'avancée des nouveautés Renaissance dans notre région et en France en général. C'est la plus ancienne du château. C'est la plus ancienne. Toutes les autres ont été construites plus tard, au fil du temps et au fil des familles qui ont habité cette maison. Suivez-moi, je vais vous montrer la charpente de la maison, de l'aile
puisqu'elle est ouverte, cette charpente. Ah, quelle belle pièce, magnifique. Cette charpente ne date pas de l'origine de la maison, mais elle a été édifiée un peu plus tard au XVIIe. Au XVIIe, donc ce sont les descendants de Marie Bouillet de l'Écluse qui vont terminer l'aile et terminer la charpente. Alors elle est en chêne et en châtaignier. Il y a des renforts en châtaignier. Alors Véronique, nous sommes dans un style de charpente de coque de bateau renversée. Voilà, comme on voit beaucoup d'églises dans la région, il ne faut pas oublier que les Bouillets, toujours qui ont habité cette maison et qui ont agrandi l'aile, étaient des armateurs des Sables d'Olonne et ils avaient des chantiers de bateaux. Alors ils utilisaient bien sûr les techniques de cette époque-là pour faire les toitures et les agrandir. Alors les chevilles sont en acacia et le reste des bois sont en châtaignier et en chêne. Et je vous disais, le châtaignier a l'avantage d'éloigner les araignées, ce qui est toujours utile dans des grandes maisons comme ça. Je veux bien vous croire. Véronique, alors c'est autour de cette façade du XVIIe exposée ouest que vous vous tenez avec plaisir en fin de journée pour profiter du soleil, des bons moments avec la famille à la belle période, tout ça, c'est plutôt l'été. C'était l'ancien jardin potager qu'on a transformé effectivement pour simplifier un petit peu les choses et c'est vraiment un endroit agréable où on essaye de planter des roses, des fleurs pour mettre en valeur aussi les pierres. Véronique Robet, merci beaucoup de nous avoir reçus et puis j'espère à une prochaine fois. Merci d'être venue. La semaine prochaine, je vous emmènerai à Luçon à la découverte d'un jardin, peut-être l'un des plus beaux de France, le jardin du Maine. Oui, on aime beaucoup venir dans le jardin avec nos enfants et nos petits-enfants. C'est un lieu dont on ne se lasse jamais. C'est vrai, j'ai travaillé là durant 40 ans. Donc la ville de Luçon m'a fait confiance, j'en suis très fier et j'ai pu apporter ma petite touche particulière au jardin, ce jardin du Maine.